L'air du temps, Léa Moscona. Qui n'a pas rêvé de succès, de réussite, tout simplement d'être heureux, d'être épanoui? Alors, comment effacer définitivement les obstacles, les freins qui nous empêchent cet épanouissement? Eh bien, il y a quelques décennies déjà, des méthodes ont fleuri, peut-être même outre-Atlantique d'abord, on va voir ça. Et ce matin, eh bien, je vous propose de voir ça justement de plus près avec un spécialiste. Il s'agit de Paul Pinto. Bonjour Paul Pinto. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue dans l'air du temps. Alors, Paul, vous êtes un spécialiste de ce que l'on appelle développement personnel. Je mets des guillemets et vous me direz si c'est la bonne formulation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont les 2 derniers qui viennent de paraître, La Force et Comment changer ma vie. Dans ces ouvrages qui sont assez pédagogiques, il faut bien le dire, vous vous adressez vraiment aux lecteurs et vous donnez des clés pour essayer de changer tout ça. Vous avez également fondé Reboot My Life, c'est un site, vous allez nous en parler dans un instant. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans les détails de ces techniques, de ces méthodes, vous pourriez nous parler de vous, de votre parcours. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Alors la question qui s'impose, c'est comment passe-t-on de Sciences Po au développement personnel? Exactement. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je crois qu'il n'y a jamais de coïncidence dans la vie. Je faisais effectivement du Lean Management, la méthode Toyota. J'en ai fait pendant très longtemps. Et dans cette approche dite Lean, il y a beaucoup de changements, de transformation. Et la transformation, ce sont des gens, ce sont des êtres humains, des hommes et des femmes qui sont confrontés à apprendre quelque chose de nouveau, à sortir de leur zone de confort. Alors, je continue d'ailleurs à faire du conseil en management, mais j'ai découvert la préparation mentale. Je suis préparateur mental dans le sport et en management. La préparation mentale, c'est quelque chose que je connais depuis assez longtemps. Je me suis fait certifier parce que c'est important d'être certifié, mais je le pratiquais depuis pas mal de temps parce que le sport occupe une place très importante dans ma vie. Donc, inévitablement, tout en continuant à faire du management, j'ai commencé à m'investir de plus en plus sur la préparation mentale en sport, parce que ça vient du sport, la préparation mentale, il ne faut pas l'oublier, et en management. Oui. Alors, est-ce que finalement, le point commun entre toutes ces expériences que vous avez, vos études jusqu'à aujourd'hui, c'est l'être humain, c'est finalement que vous avez observé les gens, et qu'en observant les gens, vous vous êtes rendu compte que il y avait parfois des catégories de comportements qui peuvent être bénéfiques ou pas. Absolument. Vous avez développé une certaine une constatation, théorie finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a l'individu, il y a le groupe. Par exemple, quand on revient sur le Lean a été inventé au Japon. Et qu'est-ce que c'est exactement le Lean? Alors le Lean, c'est une approche de production, de construction de voitures en fait. C'était Toyota qui l'a inventé, qui permet, en gros, si on schématise, d'éliminer tout ce qui est, tout ce qui empêche le flux de bien fonctionner, tous les freins. Qu'ils soient mentaux ou physiques? Le plus souvent qui sont physiques. D'accord. Mais c'est par exemple le fait de se déplacer de façon inutile à l'intérieur de l'usine. Donc c'est vraiment l'idée d'optimiser tout ce qu'on peut pour produire un meilleur rendement, mais aussi une meilleure qualité. C'est un peu le Fordisme. Ah non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est né dans les années 50 Toyota, oui. La méthode Toyota, oui. Mais quand je disais que le développement durable, ou tout ce qui s'apparente à un travail sur soi et mental, on laisse de côté Toyota, mais est-ce que c'est né aux États-Unis? Est-ce que j'ai raison ou bien ça vient aussi du Japon? Non, le Japon, c'est plus la discipline. D'accord. Et dans le Lean, il y a vraiment cette logique de discipline, d'étiquette, de respect de la hiérarchie. Effectivement, vous avez raison, ce qu'on appelle le développement personnel est né à Palo Alto. Donc tous les un peu les psychologues, psychiatres ou psychanalystes un peu innovants. Il y a notamment un
un médecin américain, et c'est lui qui a vraiment popularisé ce qu'on appelle la mindfulness, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn est allé très très loin puisqu'il a créé un système qui s'appelle le MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction. Alors, vous donc voyez, il a soigné des dépressifs avec ça. c'est ça, on a l'impression, quand je disais qu'il y a des méthodes qui ont fleuri un peu partout, on a l'impression, en tout cas pour les néophytes, quand on ne connaît pas, on a le sentiment que c'est un petit peu complexe, il y a un peu tout et n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut résumer, comment est-ce qu'on peut simplifier les choses, et puis surtout, pour quel objectif ? Absolument. En fait, pendant très longtemps, si on prend la mindfulness, c'était perçu par le monde un petit peu rationnel, un peu comme un truc un peu New Age, un peu ésotérique. Mais quand on a vu les résultats obtenus par Jon Kabat-Zinn, par exemple, sur des dépressions, et parfois des dépressions sévères, là, on a commencé à prendre ça au sérieux. On l'a pris au sérieux, oui. Ensuite, on s'aperçoit que si on prend simplement la méditation mindfulness, des sportifs de très haut niveau la pratiquent, Novak Djokovic, Lewis Hamilton, le combattant UFC Conor McGregor, LeBron James, le joueur de basket, même les Navy Seals américains le pratiquent. Donc c'est quelque chose, quand on le voit de façon concrète, de très efficace. C'est un outil de concentration avant toute chose. C'est un outil d'entraînement psychique. C'est pas le bien-être. On est dans un peu comme ça, en mode BA. Oui, c'est l'image parfois que les gens. Et c'est dommage parce que c'est une image qui casse un peu toute l'image des autres techniques. C'est une gymnastique psychique en réalité. Alors vous, ce que vous avez créé dans Reboot My Life, REBOOT, rebootmylife.com. .fr. Est-ce que c'est un concentré de ces méthodes-là ? Absolument. Dans les deux programmes que je propose, un qui est centré sur changer sa vie, c'est-à-dire redevenir le maître de son existence. C'est un peu un sujet d'actualité aujourd'hui, oui, avec la pandémie. Le deuxième, donc la force, là c'est plus la force mentale, c'est-à-dire comment faire face aux obstacles, comment s'améliorer de façon continue. J'applique ces méthodes, j'applique la préparation mentale du sport, donc les techniques de préparation mentale du sport, les routines de préparation mentale du sport et la méditation mindfulness. Quand je vous écoute, Paul Pinto, j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie discipline. C'est-à-dire que c'est un travail. C'est-à-dire on ne peut pas inventer ou faire ça de temps en temps. Il faut vraiment consacrer sa vie à cet objectif-là. Je veux dire, ça a l'air assez complexe quand même pour des gens qui ne sont ni sportifs, par exemple, qui ne sont pas passés par l'armée. J'ai l'impression que c'est le mot discipline qui revient. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de publicité ou de communication, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, promettent des choses assez incroyables, assez invraisemblables. C'est-à-dire perdre 10 kilos en un mois, oui, devenir riche en ne travaillant que 2 heures par jour, construire de la masse musculaire sans effort. Donc il y a toute une promesse qui est extrêmement dangereuse, et vous avez parfaitement raison. Ce que je ne vends pas ça. Et oui, ça détruit l'image de ceux qui ont une vraie pratique, une vraie méthodologie. Absolument. Parce qu'il y a des praticiens, on pourrait dire que c'est une science. Est-ce que vous êtes d'accord avec le terme science ou non, c'est une pratique, vous avez parfaitement raison. C'est une pratique, c'est une éthique, c'est une façon d'organiser sa journée, notamment au travers des routines. J'en parlerai le moment venu si vous le souhaitez. Bien sûr. Mais c'est une façon d'organiser sa vie, de développer plus d'énergie et d'être moins dépendant de l'environnement et des sollicitations de l'environnement. C'est-à-dire d'être plus maître et plus contrôlé, en tout cas ce que l'on peut contrôler. Alors justement, à qui s'adressent vos livres ? À tout le monde ou alors à certaines personnes ? Alors ce que je constate, c'est que effectivement, c'est plus urbain,
assez jeunes, autour de 45 ans. Et en plus, effectivement, l'effet pandémie a donné à cette discipline de la préparation mentale, de manière générale, une plus de résonance qu'elle n'en avait avant. Avant, c'était très limité au sport. Et effectivement, on obtient des résultats assez spectaculaires dans le sport, parce que c'est le petit plus qui va faire la différence par rapport aux autres. On dit d'ailleurs que les sportifs français, c'est là où le bas blesse, hein, c'est leur talon d'Achille par rapport aux sportifs américains. Hein. Absolument, absolument. C'est le mental. Parce que la préparation mentale vous apprend à acquérir plus de régularité au travers notamment d'une meilleure gestion des émotions. Voilà. Il est là le sujet de gestion du stress, le discours interne, ce qu'on se raconte. On a vu effectivement dans le tennis. Alors il y a d'autres sports où les Français sont très très costauds en préparation mentale, en particulier dans le judo. C'est pour ça que le judo est considéré comme un sport. Les sports de combat de manière générale. Oui. Mais on l'a vu dans le tennis, on l'a vu en natation. Un effet dents de scie. On est bon un jour et le lendemain on s'écroule. Donc ça, c'est effectivement, on peut pas faire une compétition dure, difficile sur la durée en étant comme ça. Est-ce que on a toujours besoin d'un tiers? Quand je dis d'un tiers, parce que cette méthode, elle ne peut pas s'inventer. On a besoin de spécialistes, j'imagine, pour et puis après le spécialiste, une fois qu'il a transmis sa science, il faut aussi qu'il, comme vous faites, qu'il coach au quotidien, non? Alors c'est variable, c'est-à-dire que ce que je propose, c'est quelque chose, finalement, on est autonome. Ce sont des programmes avec de l'audio, avec des exercices. Alors effectivement, des gens qui sont autonomes n'ont pas besoin d'autre chose que ça. Ils ont besoin juste d'un cadre, d'être un peu guidés, mais ensuite ils se débrouillent. Après, d'autres, effectivement, ont besoin de coach. Je connais des gens dans le sport ou ailleurs, ils ne peuvent pas avoir une pratique sans coach. En fait, la technique doit finalement s'adapter à tout type de caractère. De public, exactement. Après, il y a une différence entre quelqu'un qui est dans une situation il va changer de job, il a besoin d'être un peu accompagné, ou quelqu'un qui a perdu son job, qui s'est un peu écroulé, il va falloir le remettre sur selle. Donc il y a plein de cas de figure aussi, et c'est aussi valable pour le sport. Celui qui a pratiqué longtemps le sport, qui veut se remettre, ou la personne qui a pris un peu de poids et qui est pas très sportive, c'est pas la même approche, naturellement. Alors, on a bien compris les objectifs, dans changer sa vie et puis la force. Maintenant, on peut peut-être rentrer dans les détails. En général, donc, on comprend que le frein, il est mental. Mais alors, quels outils utilisez-vous pour régler des problèmes, ces freins mentaux, finalement, qui nous empêchent de changer ou de nous épanouir? Alors, le point de départ, c'est la volonté. C'est-à-dire que... mais ce qui est exprimé le plus souvent, c'est « je ne veux pas »,« je ne veux plus ». Et il faut apprendre à passer de « je ne veux plus » à « je veux » et de « je veux » à « je fais ». Oui, mais souvent là on dit qu'il faut un déclic. Or ce déclic, pour le trouver, comment on fait? Alors ma philosophie est très simple. L'action précède la motivation et non l'inverse. J'entends beaucoup de gens qui disent... Alors ça c'est incroyable ça, d'accord. On fait et on verra après. On fait et la motivation va arriver. Après. Oui. D'accord. On va courir. Action-réaction. Exactement. Moi, j'entends des gens me dire j'attends d'abord de perdre 4-5 kilos et après je vais m'y mettre. Et puis, il s'y met pas. Non. Et on regagne les kilos. Ouais. Donc, la réalité, c'est ce que je dis à tout le monde, à tous les gens avec lesquels je suis en contact. Quand j'ai pas la motivation, je dis mais je te demande pas d'avoir la motivation, je te demande de commencer, de faire, et pas grand-chose. Et il faut commencer petit. Ça, c'est la philosophie japonaise du Kaizen. On commence petit. C'est-à-dire... Ça veut dire avec des petits objectifs? Des petits objectifs, des tout petits. Faire 5 minutes de réveil musculaire le matin, 5 minutes. Et ensuite,
Le vieux proverbe, l'appétit vient en mangeant. Les 5 minutes deviennent 10 minutes. On faisait 20 squats et 10 pompes. Et puis, on va se mettre à faire 50 squats et 30 pompes. Et petit à petit, ça va. Petit à petit. Alors, si je comprends bien, le premier point de départ, c'est l'action. Donc, on s'y met, quelle que soit la situation. On cherche, on réfléchit pas, on rationalise pas. Et deuxièmement, il y a cette discipline. Alors, dans le sport, là, vous donnez un exemple sportif. C'est 5 minutes de pompe ou 5 minutes de mouvement sportif. Donc, c'est ça. C'est la base de tout, c'est le sport. Pas nécessairement. La discipline, on peut aussi la retrouver dans sa vie professionnelle. Au lieu de subir les mails qui entrent, les appels, etc. Je prends un exemple de quelqu'un qui est quand même super successful, Jeff Bezos. Oui. Il dit, il l'a déclaré à plusieurs reprises, je ne suis pas opérationnel au bureau avant 10 heures. Parce qu'avant, j'ai mes routines. La routine aussi. Méditation, le journal du matin, ça je le recommande. C'est-à-dire, commencer par une petite séance de méditation, 5-10 minutes, le sujet n'est pas la longueur, le sujet c'est la régularité. Et ensuite, par exemple, un petit journal, on achète un journal dans une papeterie, on écrit une page. Quel est mon objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui? Rien que ça. On a commencé comme ça, 5 minutes de réveil musculaire, et on est prêt pour une belle journée. Donc, pour vous, si je comprends bien, l'action concrète entraîne le mental. Absolument. Alors, c'est parce que ce mental-là, parce que c'est quand même un domaine extrêmement vaste, complexe, il y a des tas de disciplines comme la psychologie, la psychiatrie, etc., tout ce qui commence par psy, qui peuvent être complémentaires peut-être à votre technique ou Là, on est dans psychologie, psychiatrie, on est dans la thérapie, oui. Et on agit essentiellement sur de la souffrance. Moi, je suis préparateur mental et ma préoccupation, mon objectif, c'est plus la performance. C'est-à-dire aider les femmes et les hommes à obtenir plus dans leur vie. Plus, c'est eux qui définissent le plus. C'est ça, c'est ce que pas j'allais gagner vous nécessairement demander. plus d'argent, mais à être mieux, à plus faire face aux difficultés et ne pas s'effondrer, et surtout, et je crois que c'est la philosophie Kaizen, l'amélioration en permanence, s'améliorer. On est meilleur aujourd'hui qu'on était hier, et on sera meilleur demain qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est une des clés. Mais encore faut-il pouvoir porter un regard sur ce que l'on est et avoir une certaine honnêteté de ce que l'on est, faire un bilan de ce que l'on est. Ça, c'est une tierce personne qui peut nous aider, j'imagine quand même. Pas nécessairement. Je propose d'en changer ma vie. Des questions, un petit questionnaire, un diagnostic très complet qui permet de savoir d'où on part. Et ensuite, quand on sait d'où on part, quand on a traversé cette période un petit peu d'introspection, on peut se fixer une cible. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors ça peut paraître très ambitieux, mais au minimum, qu'est-ce que je veux faire cette année? Qu'est-ce que je veux obtenir pour moi, pour ma propre réalisation, pour mon propre accomplissement? C'est un peu ce qu'on retrouve dans votre site Reboot My Life. C'est ça ce que vous proposez, c'est déjà de définir ce que l'on veut. Oui. Est-ce que il n'y a pas parfois des personnes qui ont du mal à définir aussi, parce que les questions sont aussi là, non, sur le. Absolument. On a perdu l'habitude de faire ce travail. Donc, et pourtant, on est mal parfois. Oui. Et alors, la seule chose que la majorité des gens savent exprimer, c'est ce qu'ils ne veulent pas. J'en ai marre de mon job. Oui. J'en ai marre de mon boss. J'en ai marre des embouteillages. Mais ça suffit pas. Ce qui fait le moteur, ce qui fait qu'on va se mettre en mouvement, c'est ce que je veux. Et ça, c'est complètement différent. Ça peut être, je veux continuer à vivre dans une grande ville, mais différemment. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que on ne sait pas ce que l'on veut? Qu'est-ce qui fait que des personnes ont du mal à définir leurs objectifs? Et c'est peut-être ça, finalement, qui fait qu'elles peuvent pas y arriver. Elles sont paralysées? Non, parce qu'elles ne se sont pas assez
et c'est l'habitude, approprier leur propre existence. C'est assez paradoxal, mais beaucoup de gens vivent au travers de ce que leur disent leurs boss dans leur entreprise. Donc on voit que 80% des interactions sont liées à ce qui leur est demandé, pas ce que eux veulent. Ça, c'est un premier aspect. Et la même chose dans la famille et dans le couple. C'est ce que j'allais vous dire. Je veux faire plaisir. Tiens, va au Carrefour faire les courses. Je discute pas. Et tu pourrais peut-être les faire toi. Ça commence aussi dans l'enfance, où on veut faire plaisir à ses parents avant de s'exprimer soi-même, ou peut-être parce que les parents ne donnent pas la place. Absolument. Ça commence là, j'imagine. Absolument. Les racines sont profondes parfois. Et après, on installe des croyances très très fortes qui se sédimentent, quoi. Et qu'est-ce qu'on attend de moi avant de se dire qu'est-ce que je veux de moi? Exactement. Et on est habitué dans le monde dans lequel on vit à répondre entre guillemets à des injonctions. Les injonctions, on les vit aujourd'hui, et fortement, très fortement depuis 2 ans. Oui. Mais aussi dans le boulot. Et aussi dans la vie personnelle. Moi, j'entends des gens qui me disent, moi, j'ai pas le temps de faire du sport. Je dis, mais c'est pas vrai. Ne me dis pas que t'as pas le temps. C'est que tu n'as pas mis le sport au top de tes priorités. Et si tu décides que le sport, c'est pas le sport pour le sport, non. C'est la santé, c'est être en forme, c'est avoir de la vitalité, de l'énergie et prévenir un certain nombre de maladies. Quand on a 25 ans, on s'en fout un peu, mais à partir de 40, 45 ans, ça devient un vrai sujet de pouvoir durer dans les meilleures conditions possibles. Donc quand je parle de sport, en fait, je parle d'énergie et de santé. Oui. Mais vous savez, quand je vous écoute, je sens que vraiment c'est votre discipline moteur, que finalement votre carburant c'est le sport. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent nous écouter, qui se disent j'ai envie de changer, j'ai envie de trouver ma force, etc. Sauf que le sport c'est étranger pour moi. Vous voyez, il y a des gens pour qui la musique est étranger. Le sport peut être étranger. Vous dites même si c'est étranger, allez essayer quelques mouvements. C'est une très bonne remarque que vous faites. Il y a une grande variété de sports. Il y a des sports pour les gens qui aiment l'énergie, qui aiment la tonicité, l'explosivité, faire du renforcement musculaire, courir vite, etc. Mais il y a des pratiques soft, comme le pilate, comme le yoga. Le yoga, c'est une gymnastique. Le yoga, c'est une gymnastique indienne avec plusieurs versions. Il y a des versions quand même très toniques. Et après, la danse, peut-être ça peut être un plaisir différent. La danse, ça peut être à la fois un plaisir et un sport. Est-ce que, à la base aussi, parce qu'on n'a pas parlé de cette notion de plaisir, parce que le plaisir, c'est un moteur en général pour 100% des gens. J'irai jusque-là. Je pense que le plaisir. Et donc, le sport lui est apparenté à souffrance parfois. Il est apparenté à effort, à difficulté, alors que d'autres choses peuvent être apparentées au plaisir. Et elles ne sont pas forcément bonnes. Alors, comment trouver son plaisir dans le sport ? Vous avez raison. Au début, je ne vais pas non plus vous mentir, quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps, le sport est un effort. C'est-à-dire que on est obligé de se mettre un coup de pied au derrière pour y aller. Ça dure quelques mois. Et ensuite, c'est installé. Et après, 3e étape, là, on kiffe. Oui. On a vraiment du plaisir. On trouve le plaisir après. Ah, ben complètement, parce que dans le sport, on fabrique de l'endorphine. Ouais. Et l'endorphine, c'est un neuromédiateur très puissant, un neurotransmetteur, très puissant du plaisir et de la joie. Et l'endorphine, on la fabrique. On a notre propre système de. On va tester. Production. Alors peut-être pour terminer, parce que le temps passe très vite, une question quand même pour vous embêter un peu. Ce type de technique, est-ce que ce n'est pas pousser la personne à finalement ne voir qu'elle-même, à se renfermer sur elle-même et à ne se voir que dans une compétition par rapport aux autres, et finalement, en voyant que l'on est moins performant, casser le moral. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Ça serait l'effet inverse. Alors, au début, je vous cache pas que à partir du moment où on décide de se réapproprier qui l'on est,
il y a un moment où on peut se paraître auto-centré par rapport à son compagnon, sa compagne, auprès de sa famille. Il faut simplement les informer. Je vais entrer dans une période où je vais travailler un peu sur moi. Donc sachez-le, je serai peut-être un petit peu moins disponible. Donc là, alors quand on est seul, c'est plus facile. Ça, c'est la première chose. Sur la comparaison, on se compare à soi-même, on se compare pas aux autres. On se compare à soi-même qu'on était hier, qu'on est aujourd'hui, et demain par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est toujours gagnant quand on commence. On est toujours gagnant, parce qu'on s'améliore, et la comparaison, la course, elle se fait uniquement par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Merci Paul Pinto. Je rappelle le titre de vos livres, La force, renforcer votre aptitude à vaincre. Là, il y a beaucoup de choses à voir. Changer ma vie et beaucoup de questions auxquelles il faudra trouver sa réponse. Mais en tout cas, c'est un début pour commencer à changer sa vie. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes aussi le créateur de Reboot My Life. Je vais appeler, on est à la radio, REBOOT, My Life, MYLIFE.fr, n'est-ce pas? Reboot My Life, j'ai une bonne mémoire. Absolument. Et merci et à très bientôt sur notre antenne. Merci on va beaucoup, essayer de c'était s'y un plaisir. mettre. À bientôt.